Bonjour tout le monde et bienvenue pour la suite de la mer Zone. Donc la dernière fois, je vous avais laissé lâchement, hein, il faut le dire, sur le fort. C'est ça? Le fort? Je sais plus comment elle s'appelle. Mais bon, on est arrivé à Puebla, qui à la base, dans les années 30, était resplendissante. Bah, je vous laisse constater par vous-même ce qu'il en est devenu. Et on a entendu à la radio qu'on était, on s'est fait repérer, ça c'est sûr, et qu'on avait une sorte de milice qui se dirigeait vers cet endroit pour nous capturer. Donc voilà. Écoutez, on va bien voir ce qui va se passer, et là de toute façon il faut qu'on aille un peu explorer. La vue sur ceci par exemple est vraiment, comment vous dire, euh, pleine d'espoir et de joie. Alors, qu'avons-nous? Terrorisme autochtone. Méfiez-vous des agents du chaos, les traîtres et les ennemis de l'intérieur seront exécutés. En tout cas, en Amerzone, c'est vraiment une ambiance très paisible, hein, comme on peut le constater. Bah, c'est vrai, c'est un régime autoritaire, hein. Donc, génial, quoi. Alors, c'est une peinture qui a l'air très jolie. C'est tellement triste. Euh, Ça rend nostalgique de quelque chose que nous n'avons même pas connu. Voilà. Euh, Bon, bah on va continuer comme ça. Semble avoir été souvent déplacé. D'accord. Sympathique. Mhm. Je suis pas sûre que ce soit très agréable pour vous quand je suis comme ça, là, en train de chercher, en fait. Mais c'est vrai que j'essaye de pas louper des choses. Mais je crois que à regarder, c'est pas très confort. Alors, notre dictateur bien-aimé. Ah, le président Alvarez veille sur la batterie. Oui, bien sûr. Allez, il déprime. Bon, écoutez... Ah, j'allais dire c'est un peu décevant là, cette histoire. Ah, quand même. Note d'un disparu 2. Mes recherches sur la figure du serpent dans les religions et cultures d'Amérique latine m'ont mené à ce pays encore largement méconnu, l'Amerzone. Arpenter son immense fleuve qui serpente, ah ah, pas dénué d'humour bien sûr, à travers la jungle m'a mené ici à Puebla. Il était temps, j'étais presque à court de vivres et de papier à écrire. Le jeu en valait la chandelle. J'ai compilé au cours de mes diverses rencontres des informations fascinantes, les rares habitants des environs se déridant dès lors qu'il s'agit de me raconter les légendes de leur tribu. La plupart me semblent hérités de la mythologie précolombienne, notamment la figure récurrente du serpent, créateur et destructeur du monde, symbole ambivalent aussi protecteur que dévastateur. C'est vrai que le serpent, j'ai l'impression que c'est un animal qui est souvent représenté, utilisé
comment? Dans des croyances, en fait, ou de manière symbolique. Un marchand qui remonte le fleuve pour faire la tournée des rares villages du coin m'a parlé de Boitata, un serpent de feu qui paradoxalement parcourait les champs pour les protéger des incendiaires potentiels et vivrait dans l'eau. Original. On m'a aussi rapporté l'histoire de Boyuna, le serpent qui garde les fleuves, un des 5 génies que Jassi, la lune, commanderait. Il serait le maître absolu de toutes les eaux, mer ou étang, rivière ou lac. Un mauvais esprit qui dévorerait les animaux, ferait chavirer les pirogues et rendrait les enfants idiots. La légende affirme que si l'on voit la nuit 2 yeux flotter au loin sur l'eau, ce sont ceux de Boyuna. D'accord, donc Boyuna n'est pas sympa. En revanche, Boitata est chouette. Une vieille guérisseuse m'a aussi parlé de son grand-père, dont elle affirme qu'il se déplaçait enroulé dans une peau d'anaconda et pouvait rester plusieurs jours immergé dans les eaux de la mer Zone. À sa mort, il aurait été enchanté, Encanto, devenant un être ambivalent, un lien entre le monde divin et celui des hommes. La vieille guérisseuse m'a affirmé qu'elle-même pouvait parler aux serpents et calmer les moussons diluviennes qui s'abattent sur la jungle lors de la saison des pluies. Elle a ensuite fait la démonstration de ses pouvoirs de guérisseuse sur ma personne, appliquant un étrange onguent sur une vilaine coupure que j'ai récoltée lors de mes pérégrinations. Lorsque je lui ai demandé la composition de ce baume, elle est restée assez vague, sans doute pour protéger un secret centenaire légué par son grand-père. Effet placebo ou pas, j'ai moins mal aujourd'hui. Ok, c'est intéressant, voilà, intéressant. Après, je pense aux figures des serpents, enfin, de toute façon, c'est aussi très lié au territoire, et là, typiquement, on est dans un environnement dans lequel il y a des serpents, donc ça fait sens aussi que ce soit une figure beaucoup représentée, quoi. Note de recherche, donc du coup... Ah, ça nous a fait avancer sur autre chose. L'affiche de propagande, ok. L'île des échoués, ça nous a fait avancer aussi. Note de recherche. D'accord. Et le comptoir de Puebla, donc là on a avancé. Oh, il y en a beaucoup quand même. Mais après c'est les mêmes, non? Il y en a qu'on retrouve dans les différentes régions de toute façon. Bon. Les populations autochtones. Donc là on a... C'est l'affiche contre les autochtones. Ok. Bon. Donc ici, est-ce qu'on a autre chose à trouver? Ou est-ce qu'on a tout donné? J'ai l'impression que j'ai vu... j'ai fait ce que j'ai pu là. Ah, les indigènes ne seront pas servis. Faut vraiment regarder partout, hein. Ok, là, est-ce qu'on peut... Non, je suis obligée d'aller là? Non, je peux aller là aussi. Ouais. Ici, on ne peut pas. Là, on peut. C'est une école. Oh non, il y a une petite forme d'oiseau blanc. Ok, alors regardons. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est plein de dessins d'oiseaux blancs. Les dessins d'enfants, je trouve ça vraiment adorable. Ceci dit, parfois, enfin même souvent, quand on grandit, on n'a pas progressé en fait. Il y a plein de documents, donc ça me donne envie, mais on peut pas. Ici. Cahier d'écolier. En 1934, le grand général Alvarez libère la mer Zone. Un nouveau gouvernement est mis en place pour lutter contre la corruption et les traîtres. Le général est immédiatement élu président de la mer Zone à la majorité. L'âge du progrès débute.
En 1938, le président Alvarez réaffirme solennellement la souveraineté de la mer Zone. En 1952 barré et en fait 54, le président Alvarez signe un accord avec les États-Unis pour les échanges commerciaux. Ok, des colliers. Ok. Je vois que la propagande faisait rage, en tout cas, à l'école. Ce qui est bien sûr toujours le cas en cas de dictature. Ils reviendront, les oiseaux blancs. Alors là, il y a une lettre. Merci pour ton aide. C'est un serpent qui est représenté. Ici. Mon père, l'instituteur n'aura donc tenu que 2 mois. Un record. Je ne sais ce que nous serions devenus si vous n'aviez pas assuré l'intérim. Il faut toutefois se rendre à l'évidence, avec les vagues de départ causées par les pénuries et ces maudits militaires à la gâchette facile, Puebla est condamné à disparaître, et je n'ai plus la force de regarder le village mourir. Je pars donc, mon père. Mon cousin viendra nous chercher, les enfants et moi, pour nous ramener chez lui à Progresso. Tout n'y est pas rose, loin de là, mais à ce stade, je rêve seulement de pouvoir passer une seule journée sans m'inquiéter de trouver des cafards dans ma farine, ou de devoir laver mes enfants dans le fleuve à cause des canalisations pleines de rouille. Mais j'ai le cœur lourd de quitter Puebla. Ce village m'a vu naître et grandir. J'y suis attachée de toute mon âme. Vous avez toute ma gratitude, F. Dominguez. On a recueilli pas mal d'infos là. Mon ami, nous y sommes, c'est la fin de Puebla. Le dernier bus partira demain avec les quelques citoyens restants et moi-même à son bord. Après notre départ, vous serez donc officiellement le dernier habitant du village. Une place vous est réservée à bord, mais je sais d'ores et déjà que rien ne pourra vous convaincre d'abandonner Puebla. Vous m'envoyez désolé. Je perds un bon ami et un excellent adversaire aux échecs. Laissez-moi vous donner un dernier conseil avant de partir. Méfiez-vous des soldats. Ces oiseaux blancs que vous avez laissés les enfants dessiner sur le tableau de l'école ne leur ont pas plu. Pas du tout même. Votre tolérance ces dernières années vous dessert. Vous êtes censé lutter contre les superstitions païennes, pas les encourager. Pensez à me donner des nouvelles de temps à autre et prenez soin de vous. D. Reis. PS, et pour la dernière fois, E4 et D5 en ouverture, mon ami. E4 et D5. Ok. Ça a changé quelque chose, là, de faire ça? Bon. Ça. Qu'est-ce qu'il a? Il a l'air tellement sympa. C'est ironique, bien sûr. Antonio Alvarez. Est-ce que... Ouais. Oui. Voilà. On peut pas faire plus, là, du coup. Je ne crois pas. On a regardé ce qu'on a pu, hein, je crois. Alors, ça dit quoi? Et on est à 4 sur 5 ici. Hein. Celle-ci, on a découvert. Ah bon, certains habitants de Puebla et de ses environs semblent convaincus de la présence apparemment bienveillante d'une mystérieuse femme vivant dans la jungle. Ok. Donc on va peut-être rencontrer quelqu'un. Écriteau discriminatoire.
Oui, il n'aime pas les oiseaux blancs. Exode massif, bah oui, ils ont abandonné le village. Ok. Et ben, on continue à explorer, hein. Alors, qu'avons-nous ici? Ah, il faut un truc. Non et non. D'accord. Bon, on n'a pas encore trouvé ce qu'il nous faut. D'accord, ça c'est une sorte de prison. Bon, allons ici. Il y a beaucoup de choses. Alors. Ah, les échecs. Puebla, 1991. Mon père, je vous remercie de toute mon âme pour vos prières et votre soutien dans la maladie de notre petite Gisela. Son état, hélas, ne s'améliore pas. Pour tout vous dire, je commence même à désespérer. La fébrilité tout à fait compréhensible de ma femme, Dieu la bénisse, n'arrange pas les choses. Dans son désespoir, elle a ressorti l'une de ses idoles païennes en forme d'oiseau blanc, que lui a léguée sa mère. Je sais que c'est un péché, mais je me réjouis presque que la vieille femme ne soit plus de ce monde. Qui sait quels étranges remèdes elle aurait voulu faire ingurgiter à ma pauvre fille. Mon père, vous avez une certaine influence sur les humeurs de mon épouse. Je vous en conjure, essayez de la convaincre d'abandonner définitivement ces gris-gris impies. Ils ne font qu'aggraver la situation. Je voudrais simplement qu'elle partage ma foi en notre guide suprême. N'a-t-il pas promis qu'un convoi d'aide humanitaire était parti d'Alvarezópolis? Avec le chemin de fer, traverser la jungle jusqu'à Puebla ne devrait pas prendre plus d'une journée. Les médicaments pour Gisela ne vont plus tarder, je le sens. Je garde espoir en Dieu et en notre guide suprême. Que Dieu vous bénisse, mon père. Joao Mendes. Ah là là. Un espoir vain, j'ai envie de dire. Un peu trop de confiance. Rien de particulier, rien de particulier. Donc là, je pourrais aller là. En fait, là, je suis venue d'ici. J'aimerais beaucoup trouver quelque chose qui nous aiderait pour la Jeep, là. Une sorte de coffre. Oui, donc en fait, là, c'est les appartements du prêtre. C'est un prêtre? C'est un parloir, ça? Ah, pas du tout. C'est une armoire. Oui, en même temps, c'est sa chambre, donc plus logique qu'un parloir. Eh bah dis donc, il m'en manque des choses. Mais c'est tout. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. Un nouveau mot que je ne connais pas. Pour aujourd'hui également, nous allons chercher les mots de vocabulaire. Iniquité. Iniquité désigne un acte ou une situation profondément injuste. Très bien. Bon, bah écoutez, voilà. Faudra revenir ici pour ouvrir ce machin là. Je sais pas ce que c'est. Nous allons sortir par là. On peut descendre ici. C'est un escalier. Là, de toute façon, si je fais ça... D'accord. Bon. J'ai hyper envie de tousser, c'est... Ah! Bon. Mais pourquoi on peut pas aller plus loin, là? Ah non, c'est bon. Ah d'accord, c'est une échelle. Très bien. Bon. Là, on est là. Est-ce qu'il y a des choses à voir en plus? Là, on peut remonter. Bon, donc peut-être le puits. Parce que ça, on a vu le puits. Qui est donc vide. Et ça fait quoi? Enfin, c'est juste que je regarde ce qu'il y a dans le puits, c'est ça? Très profond et très vide. Voilà. Rien de plus. Donc allons ici maintenant. J'espère qu'on va trouver des choses qui vont nous aider pour le coffre de la Jeep là. Et la chambre. Ah, il y a quelqu'un. L'intrus! Bernardès! Il est là! Stop! Ne bougez plus! Ah. On va être en prison du coup, c'est ça? T'as essayé, hein? Alors, dis-moi, pour qui tu bosses? La CIA? Le FSB? Tu devrais vraiment me le dire. Parce que dès que mon collègue en aura fini avec le prêtre, on... Je crois que quelqu'un a refusé de se mettre à table. Ah ouais. Alors prépare-toi, étranger. Un interrogatoire vraiment, vraiment, vraiment long et intense. Et bah le prêtre est mort quoi. Possible d'en faire un usage créatif? Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai vu? On peut tuer un homme par ses rêves. Oui. Je vois que c'est un échec. Alors, attendez. Ah, ça me donne un peu la nausée.
qu'est-ce que tu fous? Ça servait à rien de faire ça. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, la bouteille. Arrête, abruti! Crois-moi, t'as pas envie que je vienne là-dedans pour te montrer ce qui arrive à ceux qui font les malins. Oui. Tranchant comme un rasoir. Bon, on va y arriver. Faut avoir des abdos, hein. Oh, alors t'as réussi à te détacher, hein? Mais ça changera rien du tout. Et tu perds rien pour attendre, on te le fera payer cher lors de l'interrogatoire. Peut reprendre la pierre? Apparemment pas. Peut facilement être accroché. Dispose d'une certaine longueur. Bon là c'est ce qu'on avait déjà vu. Mais en fait là j'ai un peu peur que, vu qu'on a avancé, enfin je sais pas, qu'on n'ait pas accès à ce qu'on n'avait pas vu en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'espère qu'on va pouvoir continuer à explorer en fait après. Parce que là il y a toujours ça. 34e section de la brigade fluviale garnison de Puebla. Oui. Oui, oui, oui. Je peux rien faire là. Ah, attendez. C'était quoi? Qui va là? Mais c'est pas vrai! Le moteur est complètement foutu! Le lieutenant Campos va m'écorcher vif! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je propose... Ah. Là. Oh. Ah non, mais attendez, on peut rien faire. Il nous manque des choses. Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi on prend ça? On va le mettre... Ah mais oui, c'est empoisonné. Ça, je crois. Pourquoi je peux pas le prendre? C'est trop tôt. Tiliti. Alors, ah, une tasse peut-être. Faudrait le mettre dans la tasse. Assez large et profonde. Qui sait à combien de prisonniers elle a servi? Donc je pense que le Scarabox, on va pouvoir l'attraper avec la tasse. Ah, voilà. Alors, si j'arrive à cliquer. Bonjour. Une bestiole qui ne m'est pas tout à fait inconnue. Val en bois n'en parlait-il pas dans son carnet? Ben si.
Euh, Est-ce que du coup on peut faire un truc maintenant? Oui. Foutue bagnole. Le lieutenant Campos va me tuer quand elle verra l'état de la Jeep. Déjà qu'ils m'ont muté au milieu de nulle part. À quoi je vais avoir droit maintenant? C'est le moment de boire un coup, je dirais. Nous sommes maintenant un criminel, tout simplement. La clé de la cellule, mais c'est très probable qu'il y a la clé dessus aussi de la Jeep, non? Je sais pas. Bon, donc on retourne dans l'église. Mais... Non, en fait, je suis allée un peu vite. Oula. Quoi? Ah bah oui, parce qu'ils ont tué le prêtre, donc un petit peu de remords quand même, ils sont pas complètement timbrés. Je voudrais juste voir la Jeep. On a pas une petite clé? Mais en fait, j'ai même pas vu... Je suis pas sûre hein, que ce soit une clé, mais bon. Je sais pas si j'ai vu une serrure. Si, non? Ouais. Oui, de l'essence. Rempli de carburant avec les compliments de l'armée d'Amerzone. Mais... À mon avis, ce qu'on cherche pour ce qu'il y avait dans l'armoire de la chambre, là. À mon avis, du coup, c'est dans l'église. Le comptoir de Puebla. Bon, on en est où? On n'a rien fini, en tout cas. Et il y en a une qu'on n'a toujours pas commencé, hein, ça. On sait pas ce que c'est. Dans l'inventaire, on a toujours le crochet, clé, nanana. Bon. Allons dans l'église. Ah bon, on peut plus y aller maintenant. Mais donc on peut vraiment pas y aller? Faut faire le tour peut-être. On n'avait pas fini d'ailleurs de faire tout le tour de la place.
Mais je peux ou pas? Oui, si je vais là. Un superbe cadavre. Ah mais ouais. Non, bah ça n'apporte rien de particulier. Bon. Alors, on les entendait ici se sentir mal d'avoir assassiné le prêtre. Ça va? Je voulais pas le faire. Il faut me croire. Je voulais pas tuer le padre. Il a dit que vous, là, avec votre machine, vous alliez faire revenir les oiseaux blancs. Eh ben, tout ça, c'est que des histoires d'Indiens. Des histoires de ces sales foutus cul nus d'Indiens. Moi, je suis plus un Indien. Je suis un citoyen d'Amerzone. Le prêtre, il m'a cherché, voilà tout. Et puis... Le coup, il est parti comme ça. Je suis qu'un paysan, moi. Ils m'ont obligé à devenir soldat. Je suis pas un assassin. Je suis qu'un pauvre paysan. C'est tout. Ah, on a terminé une enquête. Ça me donne pas vraiment de réponse, hein. C'était un accident. Juste un accident. Ça m'ouvre pas l'église, en tout cas. Voyons ce qu'on a fini. On a fini ça. Une politique du progrès à tout prix a été instaurée en Amerzone par le régime d'Antonio Alvarez. Elle s'est faite au détriment des tribus autochtones locales, véritable cheval de Troie d'une stratégie du pouvoir visant purement et simplement à les faire disparaître. Ce pivot brutal de l'économie et des structures du pays, qu'elles soient politiques, sociales ou culturelles, a été initié en Amerzone au lendemain du coup d'État mené par Antonio Alvarez dans les années 30. Pour arriver à ses fins, le dictateur semble avoir dévoyé à dessein la notion, pourtant d'ordinaire fédératrice de citoyenneté. Un stratagème discursif qui a permis au régime de tracer au fil des décennies une ligne implicite entre celles et ceux qui seraient perçus comme de bons citoyens d'Amerzone, loyaux au régime et engagés dans sa quête du progrès, et les autres, les rêveurs, qui se complairaient dans le statut de sauvage que véhiculeraient intrinsèquement les traditions des anciennes tribus que cette typologie nauséabonde vise à détruire. Comment? En plaçant des pans entiers de la population d'Amerzone face à des conflits de loyauté intenables. Comme ce soldat qui a essayé de me capturer à Puebla. Ancien fermier de culture autochtone, il a manifestement subi toute sa vie durant l'injonction... Pardon, j'ai mal lu. Il a manifestement subi toute sa vie durant l'injonction et y renoncer, au profit justement de cette citoyenneté centralisatrice d'Amerzone exaltée par le pouvoir. Et quitte, au motif qu'il porte l'uniforme, à devoir participer à des actes allant contre les intérêts de sa culture originelle. En parallèle de cette domination insidieuse des esprits, j'ai constaté que le régime d'Alvarez a aussi instauré une politique discriminatoire clairement assumée, notamment via des affichages publics qui associent les populations autochtones à des ennemis de l'intérieur. Ces différentes stratégies de haine semblent avoir infusé, par effet d'accumulation, au sein d'une partie de la population d'Amerzone, comme en atteste par exemple cet écriteau installé devant le bar de Puebla, et dont l'intitulé revendique clairement de ne pas servir celles et ceux qui seraient issus des cultures autochtones du pays. Des cultures dont le pouvoir combat jusqu'au simple symbole qui serait susceptible de les évoquer. À commencer bien sûr par le principal d'entre eux, le mythique oiseau blanc d'Amerzone.
J'ai toutefois constaté à Puebla que des représentations de ces animaux légendaires continuaient d'être réalisées par les anciens habitants du village, comme une manière discrète de se dresser contre le régime d'Alvarez, sa volonté de contrôler jusqu'au sentiment d'appartenance culturelle de ces fameux citoyens. IB. Mais il nous reste encore beaucoup de choses locales à trouver là. Hein. Et je sais pas comment on rentre dans l'église. Est-ce que on retourne ici? Peut-être qu'il faudrait retourner au cimetière aussi, je sais pas. Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit là? Je suis pas sûre. Hein. En fait, j'ai l'impression c'est peut-être sur le... Parce que je pense qu'on va finir par trouver le cadavre du prêtre. Là, on n'a plus d'autres clés. Je pense que c'est sur le prêtre, ça. Bon. En fait, vu qu'il nous manque plein de choses, là, en termes d'enquête locale, j'ai vraiment l'impression de passer à côté. Pourtant, j'essaye vraiment de regarder. Là, il n'y a rien. Ça, on peut plus. Là. Ça, d'accord, on l'a déjà vu. Bon, bah ça, on peut pas y aller. D'accord. L'école, on avait quand même bien fouillé, donc je pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre. Il y a la question de l'église, dans laquelle on ne peut pas rentrer. Et je sais pas par où... Je sais pas. Parce que là, on se retrouve vraiment juste devant la porte. Je m'obstine un peu, mais... on me propose pas l'inventaire. J'ai juste pu regarder ici. Ah. La foi salvatrice et civilisatrice rempart contre l'obscurantisme et la sauvagerie. Nouvelle enquête. Ah, c'est les religions d'Amerzone. Donc on a commencé ça. Celle-là est finie. Toulouloutou. Oh, mais je peux vraiment rien faire. Et le puits. Je sais pas moi s'il y a quelque chose à faire. Je pense pas, hein, ça va refaire la même interaction. Voilà, nous indiquant qu'il est profond et vide.
une fois encore. Donc il n'y a rien à faire concernant ce puits. Écoutez, bah, je pourrais déjà mettre l'essence, mais j'ai pas envie de partir maintenant. Mais je sais même pas si je peux partir maintenant de toute façon. Alors il y a la radio aussi qu'on n'a pas écoutée. Superbe. Écoutez, ce sera fait, hein. Alors juste, entrer dans l'église. Je fais comment pour entrer dans l'église? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Je l'avais regardé, j'avais pas regardé ça, je crois. La menace des espions est bien réelle. Reportez toute activité suspecte aux autorités. Nouvel élément de l'enquête. Un pays sous cloche. Propagande contre les étrangers. Ok. Ok. Oh, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à trouver que je ne trouve absolument pas. Bon, désolé, c'est un peu long là, mais je sais pas. Je ne sais pas comment rentrer dans l'église. Là, je peux pas. Je comprends pas. Tout bonnement. On va repasser ici, dans le doute. Mais bon. Peu d'espoir. Ça, on avait vu. On a vu. On a vu. Voilà. Bon, c'est en train de me... Je perds patience. Donc, je peux peut-être attacher la corde que j'ai récupérée à l'arceau au-dessus du puits. Quoi? Mais il me proposait pas... Attendez. C'est ça, non? Oh là là. En fait, c'est frustrant. C'est très précis. Bon, ok, c'est ça. Donc en fait, on va passer en souterrain pour aller dans l'église. Ah là là. Heureux d'avoir un briquet. Là, on peut remonter. Je regarde, hein. C'est des cachots. Ah ouais.
Il lui manque un truc, ok. C'est tout. Ok. Oula. On est arrivé où là? Ah d'accord, on a tout monté. Ok, là on peut monter. Alors, commande livraison 1932, donc de la contrebande. Tequila, rhum, truc. Donc il y avait de la contrebande et on a avancé sur cette enquête-là. C'est laquelle du coup? Trafic d'alcool, je crois que c'est ça. Bien, ensuite. Ouais, donc là il y a des caisses d'alcool. Bien. Bon. Il y a deux éléments à faire là. Il y a toujours la boîte à ouvrir dans la chambre du prêtre. Et il y a la statue. Bon, on est dans l'église, on va pouvoir voir le cadavre du prêtre, ça va être super. Ah, il est encore vivant, mon Dieu. Ils m'ont accusé de vous avoir laissé rentrer dans le fort. Je crois qu'il est l'heure pour moi de rendre compte de mes fautes devant Dieu. Je n'ai pas de rancune envers ces soldats, vous savez. Je leur pardonne. C'est bien le moins que puisse faire un prêtre avant de mourir. Ne vous faites pas d'illusions. Ce n'est pas en rapportant cet œuf à l'endroit d'où il vient que vous allez miraculeusement réussir à sauver ce pays. Cela aura peut-être une influence positive. Je l'espère. Les gens ont besoin de croire en quelque chose. De garder espoir. Vous savez. Ouvrir le tabernacle. Mais le tabernacle, c'est le truc qu'il y a dans l'armoire.
Je tiens à dire, troisième personne depuis le début du jeu qui meurt sous nos yeux, dont une de notre fait. Voilà, pour le bilan. Bon. Un décret du président Alvarez publié au journal officiel d'Amerzone le 27 mai 1936. Il instaure l'Église salvatrice et civilisatrice comme religion officielle d'État et se double de l'interdiction de toute religion païenne en vertu de l'unification du glorieux pays sous un seul et même étendard, celui de la modernité et du salut de l'âme de ses habitants. Donc ça, c'est les religions d'Amerzone. Bon, allons voir au fond. Non, c'est ça peut-être le... Je sais même plus. Je sais même plus comment ça a été... Mais il me faut des clés. Voilà. Donc on en est au même point, non? On a des visions là. Registre paroissial. Baptême de Rosa Diaz. Mariage de Felipe Munoz. Décès de Vitor Garcia. Baptême Antonio Martinez. Décès de Pedro. Luisa Pérez. Oh, le décès de Yekumani. Quoi? Ah non, mais attendez, Yekumani, elle était enceinte. Obstétricale, on est d'accord que c'est en lien avec tout ce qui est utérus, non? Mariage de Miguel Pérez. Baptême de Ravière. Rosa Diaz. Elle avait la tuberculose. C'est la petite fille, hein, on est d'accord? La jeune femme du portrait. Je me perds un peu dans les enquêtes là. D'accord, donc là j'ai découvert un truc. Et on avance sur les religions. Bon bah j'aimerais bien avoir de quoi ouvrir les différents trucs qui sont à ouvrir. Et jusqu'ici c'est un échec. On peut aller là. Ça c'est pour se déplacer. Voilà. Bon, ok. Pour se téléporter, très bien. Ça, on va pouvoir le regarder. J'essaye vraiment de checker, là. Bon. Alors, la Bible. Une clé. Eh ben, j'en suis ravie. Le père Makowski s'est donné de la peine pour la cacher. Que peut-elle bien ouvrir? Bah, du coup, ça serait bien qu'elle ouvre les deux... les deux trucs. J'y crois pas beaucoup, mais... Suis le regard de Jésus et les anges te guideront. Moi, je vous avoue, à titre très personnel, hein, il y a quand même pas mal de... Oh non, la carte pleine. Je disais, oui, il y a des... Enfin, les trucs religieux comme ça. Je sais pas pourquoi, ça m'angoisse. Enfin, moi, ça ne m'apaise pas. Alors, j'imagine qu'il y a plein de gens, au contraire, ça les apaise.
Voilà, je sais pas trop pourquoi. Bon. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Moi, je pense qu'on va l'ouvrir. Hein. Oui. Alors, évêché d'Amerzone au révérend Père Makowski. Donc, c'est un révérend. C'est pareil, je connais pas les titres dans les religions. Donc, prêtre, j'imagine que c'est pas pareil. Donc, en 1934, mon fils, j'ai reçu hier votre lettre datant du 10 septembre. Je suppose qu'elle a dû voyager à travers la jungle à dos de mulet. Décidément, ce pays a bien besoin d'être développé et je prie Dieu d'aider dans cette lourde tâche le nouveau président Alvarez qui, me dit-on, compte parmi vos amis. On me rapporte que cet homme a de l'autorité et du pouvoir, une conception sévère, et qu'il entend bien s'en servir pour conduire l'Amerzone manu militari vers les rivages de la modernité. Les voies du ciel, nous le savons mon fils, sont impénétrables, et il nous faut croire que ce n'est pas sans raison que le doigt de Dieu s'est posé sur l'épaule de votre ami Antonio Alvarez, afin qu'il tire ce pays hors de la fange dans laquelle il croupit depuis trop longtemps. Nous l'y aiderons bien sûr à notre manière en poursuivant inlassablement notre mission évangéliste et civilisatrice à travers la jungle et la montagne auprès des Indiens primitifs. À ce propos, je vous exhorte, mon fils, à combattre avec la plus grande détermination les croyances païennes dont ces sauvages ont l'esprit encombré, les affabulations mythologiques sur ces improbables oiseaux blancs et les rites qui s'y rattachent contribuent à maintenir les indigènes loin des voies du Seigneur. Je pense que ce monsieur Valenbois, en accordant quelque crédit à cette légende, vous rend un bien mauvais service. Vous seriez bien inspiré, mon fils, de vous éloigner de cet individu qui ne manquera pas, j'en suis sûr, à son retour en Europe, d'être la risée de la communauté scientifique. Je vous bénis, Monseigneur Moretti, évêque d'Amerzone. Donc là, on a avancé sur les religions. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mince. Un code. Le 25. Bon bah ouais. Qu'est-ce que... Quelle date pourrait être... Parce que là, il y avait le 25 septembre 1934. Après, ça peut être... je sais pas, hein, moi j'y vais au pif. Hein. J'ai aucune idée de... Un peu la flemme là. Prendre le contenu... Ah, c'est dans la Bible. Suis le regard de Jésus et les anges te guideront. C'est-à-dire, c'est lui. Souhaites-tu un bout de verre ou une clé? Ou peut-être une machette. A priori, rien de tout cela. Mais bon. Suis le regard de Jésus. Et les anges te guideront. Alors attendez. Attendez. On lâche pas. Bon, je suis pas très patiente aussi, donc je risque d'assez vite demander de l'aide. Hein. Les anges te guideront. Bon. Suis le regard de Jésus. On se répète un truc très simple, à l'infini. Eh bien quoi?
Je suis désolée, mais je comprends pas. Hein. Ici, je trouve ça trop bizarre. Là, il y a encore un ange. Vraiment l'impression d'être aveugle. Hein. Voilà, voilà. Il manque un ange. C'est ce que j'aurais à dire. Attendez, est-ce que... Attendez, si je me rapproche un petit peu, si on fait comme ça, là, j'en vois deux. En fait, je regarde ces petits trucs-là. Je sais pas si ça signifie un truc. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Là, ça ferait 2, 3, 0 et 2. Le message dans la Bible mentionne le regard de Jésus. Cela doit être en rapport avec le tableau que j'ai vu près de la porte. Mais de quoi? Donc, oui. Donc ça veut dire que c'est ça. Mais... faut lui donner l'épée. Pourquoi j'ai pas eu le réflexe de regarder? Sérieux. Bon, je crois qu'après, ça me donne pas pour autant la réponse, là. Hein. À part que là, on peut ressortir. Attends, suis le regard de Jésus et les anges te guideront. Donc, le premier... Attendez. Ça veut dire que là, le premier ange, c'est lui et il y a 3. Il montre lui. Et lui, il y en a 2. Et lui, il montre... Je sais pas où, en fait. Il montre lui. Donc, il y en a 2. Et lui, il montre... celui qui est là-bas. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Il y en a 4. On est d'accord? C'est 4 ou il y en a plus que ça? Non, ou 6. C'est pas très clair. On va dire 6. Ayez pitié de moi et laissez-moi résoudre ce truc. Ah, il y en a... Oui, c'est vrai qu'après, il faut savoir observer aussi. 3, 3, 2, et donc, je sais pas combien. 5, 6... Donc, 3, 6... Mon désespoir commence à devenir assez intense. Là, vraiment, il se passe quelque chose, quoi. Vous savez sinon ce que je vais faire, puisque cette énigme, elle m'énerve. Il y en a 4. Je vais vous saouler, je pense. Je sais pas dans quelle mesure je vais cut une partie de cette aventure de l'enfer. Donc, rien à voir avec une quelconque myopie, bien sûr. Ok, donc en fait c'est juste que je suis aveugle, tout bonnement. Voilà, on sait très bien à quoi ça va servir ça.
Soigneusement dissimulé par le père Makowski. Mais pour qui, c'est ça? Mais pourquoi faire? Oui, bon, ça va. Non, mais vous voyez, en fait, j'aime bien hein, les trucs à énigmes. Mais en même temps, je suis pas sûre d'être très forte. Hein. je crois pas. Allez, on oublie ce qui vient de se passer. On va aller lui donner sa petite épée, là, à la statue. On va voir ce qui se passe. Douglas, ces chiens d'Alvarezopolis ont dû se servir au déchargement à l'aéroport. Les vivres qu'on espérait ont été remplacés dans les caisses du train. Ils doivent faire les beaux jours du marché noir à l'heure qu'il est. Avec l'effondrement du pont ferroviaire, on a perdu notre unique source de ravitaillement, et sans cette aide humanitaire, on ne tiendra pas le temps qu'il faudra pour le reconstruire. Faut se rendre à l'évidence, Douglas, c'est la fin de Puebla. Thaïs. Fouiller RAS. On a fini une enquête. On a fini encore une enquête. Des clous. Les vivres ont été volés et grossièrement remplacés par de la quincaillerie. Oh. Ah ouais. Départ du quai de chargement, 4 janvier 91. Arrivée pour déchargement, 16 février 91. Description du cargo, aide alimentaire. Venant de Miami, États-Unis, quai de chargement Alvarezopolis, déchargement Puebla. Ok. Et bah. Ok. Alors. En fait, j'ai un peu envie de terminer là ce chapitre-là avant de clore cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a débloqué là du coup? Donc l'article ici est fait. En explorant l'ancien comptoir commercial de Puebla en Amazone, j'ai découvert le destin tragique de l'une de ses anciennes habitantes, la petite Gisela Mendes. Donc j'ai confondu, elle s'appelait pas Rosa. Une histoire édifiante qui révèle en creux les ravages et les contradictions internes au régime dictatorial d'Antonio Alvarez. La petite Gisela Mendes était malade. Les pénuries, le manque d'accès aux soins, autant de carences dont son père Joao, fervent supporter du régime, semblait convaincu qu'elle disparaîtrait grâce à la marche forcée vers le progrès, initiée par la dictature. Une conviction qui opposait Joao à sa femme, davantage tournée vers les traditions de son héritage autochtone, celle-là même qu'Antonio Alvarez cherche à écraser depuis sa prise de pouvoir. Or, mes investigations révèlent que quelqu'un, sans doute un proche du régime, a détourné à son propre profit l'aide humanitaire destinée à Puebla, des vivres et des médicaments qui auraient pu contribuer à sauver la petite Gisela, finalement venue gonfler la sinistre cohorte des martyrs ordinaires du régime. De la petite disparue, il ne reste aujourd'hui qu'une tombe mal entretenue du cimetière de Puebla, avec une peluche d'oiseau blanc d'Amazone oubliée dessus. Une image qui hante. Est-ce la mère de Gisela qui a laissé ici cette représentation interdite, comme un hommage à leurs origines autochtones? Ou est-ce le symbole de la désillusion du père de Gisela, une provocation amère contre ce régime auquel il a tant cru, et qui lui a finalement volé sa fille avec une cruelle indifférence? Il y a celui-là aussi. Ancien bastion des conquistadors européens puis comptoir commercial florissant, la forteresse de Puebla a une histoire très riche. Et une certaine importance stratégique, à la fois parce qu'elle borde l'Amazone, mais aussi par sa proximité avec la frontière atlantique du pays éponyme. Encore éponyme.
alors qu'il y a toujours une majuscule. Je suis pas d'accord. C'est pourtant un village désolé que j'ai trouvé en arrivant à Puebla, avec pour dernier habitant le révérend père David Makowski, l'un des compagnons de voyage de Val-en-Bois lors de son expédition ici en Amazone, il y a plus de 6 décennies. Un vieillard vivant désormais en ermite au milieu de ses remords et qui n'avait plus l'énergie d'assurer le minimum d'entretien nécessaire au village. La raison de cette désolation est désespérément simple. Les politiques économiques du régime d'Antonio Alvarez ont provoqué la multiplication de pénuries en Amazone. Médicaments, vivres, les habitants de Puebla, comme sans doute ceux du reste du pays, manquaient de tout. Ils ont été progressivement contraints à l'exode. Le plus souvent vers la capitale déjà bondée du pays, Alvarezopolis, là où la proximité avec les cercles du pouvoir laissait espérer un meilleur accès aux ressources fondamentales. Conclusion tragique, quelques irréductibles habitants de Puebla semblent avoir attendu jusqu'au bout la petite partie de l'aide internationale dédiée à l'Amazone que les autorités avaient promis de partager avec eux. Mais le train qui devait livrer ces vivres a provoqué l'effondrement du pont ferroviaire voisin. Au péril de leur vie, les habitants ont réussi à accéder à l'épave pour découvrir que l'aide humanitaire promise avait été remplacée par de vulgaires pièces de quincaillerie. Quelqu'un, très certainement lors du transit de cette aide par Alvarezopolis, s'est servi en route, condamnant définitivement le village de Puebla à la désolation. Et bah, bon, il nous manque un élément à résoudre. Ici, rien. Ah, on est dans le cimetière. Ah ouais. D'accord. Ok. Nous allons faire un déplacement rapide. Bâtiment presbytère. Voilà. Et je retournerai dans l'église pour la petite fille là, parce qu'il y avait des notes. Je voudrais vérifier quelque chose. Bien. Donc la lettre de Val-en-Bois à Makowski. Mon cher David, tu dois sûrement te demander ce qui m'a motivé à te contacter après plusieurs décennies de silence, alors autant te le dire d'emblée, je compte revenir en Amazone pour essayer de réparer ce qui peut encore l'être. Tu constateras que j'ai joint à cette lettre une disquette de secours, il s'agit de données cruciales au bon déroulé de mon voyage, que j'ai envoyé à quelques personnes de confiance telles que toi, dans la perspective où il arriverait quelque chose aux disquettes originales. Je te supplie, au nom de notre ancienne amitié, de mettre cette disquette à l'abri d'Antonio et de ses laquais en attendant mon arrivée. Je me réjouis de te revoir, ton vieil ami, Alexandre Val-en-Bois. Et nous avons la disquette. Mode glisseur. Pratique pour continuer de remonter le fleuve. Bon. Est-ce que... on n'avait rien d'autre à voir? Retourner à l'hydraflo. Je sais pas, moi j'avais un... Ça, je l'avais vu. Bah non, bah c'est ça en fait. Bon. Bah du coup, j'ai pas le truc religieux là qui nous manque. Bon. J'ai pas envie de passer trop de temps non plus. On va retourner à l'église. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi on peut pas aller à l'église?
Oh là. Ah non, je vais pas pouvoir y retourner. Bon. Yes. Bernardès? Vous êtes où? Barros? Vous m'entendez? Toujours pas de nouvelles? Non, lieutenant. Et ils ne répondent pas à la radio non plus. Peut-être qu'ils sont déjà repartis. Ou qui sont pas encore arrivés? Allez savoir avec Bernardès. Surtout s'il a croisé la route d'une bouteille de cachaça. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? On attend que Bernardès et Barros se pointent et on reste sur nos gardes. L'intrus n'est peut-être pas loin. Il y a eu un dialogue là, non? Je l'ai loupé. Vous trouvez pas étrange que le président Alvarez passe autant de temps dans les marais? Peut-être oui, mais le président Alvarez est le guide suprême. Il peut bien faire ce qu'il veut. Bien sûr, mais il se rend quand même dans les marais de plus en plus souvent. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est bizarre. Je n'en ai aucune idée. Bon, écoutez, oubliez ça. C'est rien, j'imagine. Mais si ça vous tracasse, ça ne peut pas être rien. Et pour ma part, je trouve ça bizarre qu'il soit aussi obsédé par cet intrus. Voilà, exactement. Et pourquoi ce type tout particulièrement? N'importe quel intrus devrait représenter une menace. Eh ben, le président Alvarez n'est plus de toute première jeunesse. Vous croyez qu'il pourrait devenir sénile? Franchement, non. Je pense pas. Il m'a l'air d'avoir toute sa tête pendant ses discours. Et quand on y pense, il nous a bien prévenu que le moindre intrus qui franchirait la frontière pourrait engendrer un chaos complet. Et qu'on devait protéger nos idéaux et nos valeurs. Peut-être qu'il pensait à quelqu'un en particulier. Tout ça aurait un lien avec l'intrus qui a violé la frontière aujourd'hui. Peut-être. Mais nous n'avons pas accès à ces infos. Bon, Silva, promettez-moi que cette conversation restera entre nous. C'est d'accord? Bien sûr. Jamais je n'envisagerais de trahir votre confiance, Maria. Enfin, je voulais dire... Oui, lieutenant. Il faut rester concentré, soldat. Oui, lieutenant. Ok. Attendez, si je fais ça, il se passe quoi? Juste on les voit, quoi. Ils sont assez proches, les deux. Qu'est-ce que c'est que cet engin-là? Ah, mais il continue à parler, alors je sais pas si je dois rester, moi. Aucune idée, Marie. Lieutenant. Ok. Ça Non, a non. l'air d'une véritable usine à gaz. Bon, allez. Moi, ce que je voudrais voir, avant de s'en aller, enfin revoir, c'est ça. Rosa Diaz. Ouais, non, bah j'ai halluciné en fait, hein. Voilà. Bon. Eh bien, pour partir, y a-t-il un quelconque déplacement rapide à faire? Non. Donc, il va falloir refaire tout le tour, là, on est d'accord?
je comprends mieux pourquoi on a ouvert la barrière. Bernardès, Barros, ici le lieutenant Campos, vous me recevez? Je répète, vous me recevez? Et s'ils avaient déserté? Impossible d'être catégorique, mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Remontez dans la Jeep, Silva. Il faut partir à leur recherche et les retrouver. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'intrus? Et s'il revenait? Où voulez-vous qu'il aille, de l'état de la rivière? Venez. Et ils sont partis où? C'est par le chemin là-bas, sûrement. Bon. Bah nous, on va pouvoir s'en aller, hein. Ok. Et ben je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, parce que là on va pouvoir repartir, donc on va attaquer, je pense, un nouveau chapitre, j'imagine. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine.